Je m'appelle Anubhav Kate. Comme vous le savez, je suis sur le plateau des Forums France-Inde avec Anne Viguier et nous parlons de son livre Brève histoire de l'Inde. Dans la première partie, nous avons plutôt parlé de beaucoup de choses d'ailleurs, mais l'hindouisme, la civilisation indienne, de différentes religions en Inde. Et, euh, et puis, dans cette partie, on va continuer. Et avant de parler de peut-être voilà, de l'empire de Gupta et Chola que vous avez déjà un petit peu évoqué, j'aimerais vous dire que dans le livre, j'ai lu que Polo, le jeu Polo, c'était un jeu perse et pas anglais. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau que j'ai appris parce que la plupart des gens en Inde pensent que c'est un jeu anglais, mais non, c'est un jeu perse. Oui, donc j'aimerais juste partager la carte de l'époque de Gupta et Chola. Et en bas, c'est l'empire Chola et en haut Gupta. Mais Chola, c'était 400, n'est-ce pas? Oui, alors il faut bien faire attention sur cette carte à la légende, parce qu'en fait, elle montre deux régimes qui sont à des époques différentes. Donc, c'est pas une carte de l'Inde à un instant T. Donc, en haut, ça montre l'étendue de ce qu'on appelle l'Empire Gupta, vers 400 à sa plus grande extension. C'est souvent considéré que vraiment le régime classique de l'Inde classique, hein, c'est un peu comme ça qu'on le désigne. Et comme on peut le voir, eh bien, il occupait le nord de l'Inde, donc c'était pas toute l'Inde. Et puis au sud, c'est l'extension maximale de ce qu'on appelle aussi l'Empire Chola, vers 1050. Donc c'est un régime qui a duré entre le Xe et le XIIIe siècle, dominé donc par les Cholas. Et c'est voilà. Donc on est vraiment à deux époques différentes, mais ça fait partie des deux dynasties qui ont été importantes avant le Xe siècle. Oui. Mais la raison pourquoi vous l'avez mis ensemble, parce que c'est des régimes hindous? Non, en fait, c'est parce que, en fait, si vous voulez, il y a toujours un peu un balancement qui se produit dans le livre et dans l'histoire de l'Inde entre les centres de civilisation ou de développement politique qui sont plutôt basés sur le nord de l'Inde, et puis des ensembles qui sont plutôt à partir du sud. D'une manière générale, dans les histoires de l'Inde, on met plus l'accent finalement sur des choses qui concernent le nord de l'Inde. Donc j'ai aussi parlé assez souvent du Sud, qui a parfois une histoire un peu propre, qui n'a pas été dominée, par exemple, par même l'empire d'Ashoka. Donc, on a vraiment cette pointe sud de l'Inde qui a ses spécificités. Donc, c'est une carte qui est censée illustrer finalement deux parties différentes dans mon développement. Mais il faut que vous sachiez aussi que ça, c'est aussi des problèmes éditoriaux, c'est-à-dire que je ne pouvais pas proposer beaucoup de cartes. Euh, Oui. donc, il y avait Ok. un carte. Et du coup, bah, j'ai dû faire des choix. Et comme je tenais à ce qu'on voit à la fois les Gupta et les Chola, bah, c'est sur la même carte. Mais en fait, c'est tiré d'une. C'est la même chose dans l'atlas historique d'Autrement, c'est présenté comme ça aussi. Euh, D'accord. et Mais c'est- ce qui m'a aussi fasciné et captivé dans cette lecture, c'est que vous avez parlé de la partie de Deccan oui, comme une barrière ou une zone de rencontre. Et vous l'avez comparé avec le Massif central en France, ce qui était très rigolo pour moi. Et c'est aussi intéressant parce que moi, je viens de cette région de Maharashtra, à côté de Nagpur. Donc oui, est-ce que vous pouvez parler un petit peu aussi, puisqu'on est là, de cette partie Deccan? oui, alors ça, c'est ce qui m'est venu en fait à force de lecture. Bon, je ne suis pas du tout spécialiste de cette région du Deccan, donc ce que je connais, c'est en littérature secondaire, etc. Mais, et puis il y a toujours cette opposition, vous savez, Inde du Nord, Inde du Sud, bon, qui est aussi assez polémique, même y compris aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'est l'Inde du milieu, si vous voulez, du coup? Et il m'a Mhm. intéressant, enfin, moi, cette idée du Massif central, bon, il se trouve que, comme je vous ai dit, j'ai une formation d'historienne de la France. J'aime beaucoup la géographie aussi, j'ai beaucoup parcouru la France et j'ai aussi pas mal voyagé en Inde. Et le Massif central, bon,
ça a été quand même une zone de différence entre le pays de la coutume et des Francs du nord et puis le pays de droit romain du sud. Donc on a vraiment cette opposition entre nord et sud en France qui existe, mais avec des circulations possibles par la vallée du Rhône et par la côte, ce qui n'est pas le cas en Inde, parce qu'en fait le Décan est vraiment une barrière qui a toujours été compliquée à dominer du nord ou du sud, quoi. Et donc, et c'est aussi finalement une zone du coup de transmission et de dialogue entre ces deux espaces. Parce qu'évidemment, le nord et le sud de l'Inde ont des particularités, mais il y a eu depuis très longtemps des échanges d'humains, enfin de personnes, et aussi de marchandises, d'idées, etc. Et donc, il me semble que le Décan joue un peu ce rôle de passeur à certaines époques, quoi. Et Mhm. de passeur ou d'obstacle, en fait. On peut le voir des deux manières. C'est vrai. Avant de commencer à parler de l'arrivée de l'islam en Inde, j'aimerais bien juste vous poser une question sur le Cachemire, parce que vous écrivez dans le livre que c'est en 1320, le roi Rishan de Cachemire se convertit à l'islam. Donc, qu'est-ce qui existait avant? Est-ce que c'était l'hindouisme ou d'autres religions ou pas de religion? Cachemire a été longtemps un centre très actif du bouddhisme. Euh, Ok. et puis ensuite, effectivement, c'est plutôt l'hindouisme qui a repris le pas, comme on l'a vu sur le reste de l'Inde. Donc c'est un peu une zone carrefour où il y a eu toutes les influences importantes, en fait, hein. Et c'est une région très, très, très intéressante à étudier, qui a aussi servi de passage vers la Chine. Euh, En fait, les relations entre le monde indien et le monde chinois passent par la route de la soie et plutôt par l'Asie centrale, mais Mhm. passé par le Cachemire. Donc, c'est c'est vraiment intéressant à plus d'un titre. Oui. Très bien. Bah, maintenant, j'aimerais bien vous inviter de parler un petit peu sur l'arrivée de l'islam en Inde. Et dans le livre, je vois que vous avez distingué entre les premières arrivées d'islam, les Arabes islamisés vers 700. Ensuite, vous parlez aussi des, corrigez-moi hein, si je me trompe, vous parlez de Ghazni et Ghuri venant d'Afghanistan vers 1000-1100. Euh, Ensuite, vous parlez de sultanat de Delhi de 1200 à 1526. Ce sont les Turcs musulmans. Euh, voilà. Et c'est ça. Est-ce que je peux dire d'autres choses? Non, je vous invite, je pense. Vous avez parlé aussi de Genghis Khan, les Mongols, euh, la conquête de Babur, mais ça, c'est un peu plus tard. Sous cette partie, est-ce que vous avez des choses à dire? En fait, l'arrivée de l'islam en Inde s'est fait de plusieurs manières. Il y a une arrivée finalement très précoce dès le 8e siècle dans le Sindh, avec une conquête arabe en fait du Sindh, et donc des conversions aussi assez, enfin, très vastes, très nombreuses dans le Sindh. Donc ça, c'est la première implantation, si vous voulez, mais qui se fait aussi conjointement avec la présence de marchands arabes sur les côtes de l'Inde, en particulier des côtes du Kerala et aussi les côtes du Tamil Nadu, mais surtout Kerala. Et donc, ça, c'est des marchands arabes qui, en général, ont pris femme sur place, qui ont du coup développé des petites communautés musulmanes de marchands. Voilà, donc ça, c'est les premiers contacts. Et puis, qui se font, alors pour ce qui est des marchands arabes, évidemment, totalement pacifiquement, hein, c'est vraiment par le commerce. Et en fait, les rois qui contrôlaient ces zones-là voyaient d'un bon œil c'est arrivé parce que le commerce a enrichi aussi les pouvoirs locaux, hein, donc c'est quelque chose de favorable. Et puis ensuite, effectivement, à partir du 10e, 11e siècle, on a les premiers raids en provenance d'Asie centrale, des mammouths de Ghazni en particulier, que vous avez cité et qui fait un certain nombre de raids en Inde, mais ce sont des raids de pillage. Donc le but, c'est voilà, de prendre le plus de biens possible et ensuite de retourner dans leur zone d'origine. Donc on est sur des... L'idée n'est pas de répandre la religion musulmane, c'est vraiment du pillage. Et puis ensuite, effectivement, des conquêtes et la constitution du sultanat de Delhi à partir du 12e, 13e siècle, avec
des Afghans qui sont persianisés, parce qu'il faut aussi voir la relation en fait entre ces, ces- ces- ces groupes musulmans qui sont turcs ou afghans, mais très, très reliés à la culture persane. Et, euh, et donc là, eh bien là, il y a une implantation, vraiment des conquêtes territoriales et une installation finalement durable de pouvoirs musulmans en Inde du Nord, qui concerne principalement l'Inde du Nord. Voilà. Et ça se fait d'une manière non connectée avec les installations de marchands dont j'ai parlé tout à l'heure sur le sud. Oui. Ce qui m'a aussi intrigué, c'est la mention de la femme, de la reine peut-être, de Razia, que vous avez parlé, qui a succédé le roi Iltutmish entre 1236 et 1240. C'est quelque chose qui était inédit. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus sur ça? Oui, alors alors elle n'a pas régné très longtemps, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir qu'on a des sources qui disent que elle s'est habillée en homme, elle a combattu sur un cheval, enfin elle était vraiment une vraie chef politique. Bon, après, on ne connaît pas trop la façon dont finalement son bref règne s'est achevé, mais en tout cas, il y avait cette possibilité. C'est pour ça que j'en ai parlé, parce que souvent, c'est pas connu. La présence des femmes aussi dans le monde politique, qui est très vrai dans l'Asie du Sud contemporaine, hein, qui surprend des fois d'ailleurs les étrangers, et finalement qu'on retrouve dans quelques cas dans l'histoire ancienne de l'Inde, et y compris dans la période musulmane. Très bien. On va commencer la grande partie de l'Empire moghol. Mais avant ça, puisque c'est juste avant cette époque, il y a l'Empire de Vijayanagara. Vous avez déjà un petit peu parlé sur ça. Mais vous dites l'Empire de Vijayanagara fut-il le dernier rempart hindou qui résistera à la conquête musulmane? Est-ce que vous pouvez développer cet angle un petit peu, la résistance à maintenant hindou-musulman qui est... Ah, c'est finalement comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça que c'est présenté, cet empire de Vijayanagar, qui donc est une singularité parce que justement, on parlait du Décan tout à l'heure, et en fait, cet empire se constitue à partir des plateaux du Karnataka actuel, dominés par des guerriers télougous, et en fait fait des conquêtes vers le sud, donc des plaines tamoules et ensuite aussi vers l'est et l'ouest, et finit par dominer une grande partie de l'Inde du Sud. Donc ça, c'est un peu singulier parce que on a un départ qui est vraiment des zones centrales plutôt arides et moins peuplées en fait que les régions des plaines du sud, de l'extrême sud. Effectivement, cet empire, alors en plus, la fondation de l'empire est racontée dans un mythe en quelque sorte, hein. C'était deux fils d'un roi conquis par les, les- les chefs musulmans qui ont été à l'époque du sultanat à Delhi, qui ont été ramenés à Delhi, convertis à l'islam, ensuite renvoyés dans leur territoire d'origine. Et ça, d'ailleurs, c'est une pratique qu'avaient souvent les rois indiens quand ils euh, faisaient la conquête d'une région et qu'ils soumettaient un autre roi, un autre pouvoir. Eh bien, c'était finalement de le conserver quand même présent parce que bon, bah, il avait des relations avec les populations locales, mais à leur service. En tout cas, bon, ils sont renvoyés et là, d'après la légende, en quelque sorte, ils se reconvertissent, enfin, ils redeviennent hindous et ils fondent cet empire de Vijayanagar. Donc, on voit bien aussi que dans ce récit, il y a l'idée de ce conflit entre musulmans et hindous et une interprétation un peu religieuse de la fondation même de l'empire. Bon, en réalité, on voit que cet empire reprend d'ailleurs un certain nombre de pratiques de l'État que l'on voyait à l'œuvre dans l'empire Chola, qu'on a évoqué tout à l'heure, et puis inclut l'organisation de son armée en particulier, les pratiques des souverains musulmans, qui leur a permis d'assurer les conquêtes, hein. Donc l'usage des cavaliers, les fortifications pour protéger les villes de ces assauts de cavaliers, etc. Et voilà, donc on est dans un monde finalement
je dis, qui n'est pas unifié politiquement, mais qui est en contact, bien sûr. Et comme j'ai dit tout à l'heure, cet empire, c'est vrai, a mené des guerres contre les souverains musulmans du Nord qui cherchaient à s'étendre vers le Décan. Euh, et à l'époque, c'était l'Empire Bamanide, et puis qui s'est d'ailleurs divisé ensuite en plusieurs morceaux. Mais c'était bon, ils ont fait aussi la conquête du Sud, ils ont envoyé là des gouverneurs pour les représenter. Euh, Hmm. voilà. Et puis ils employaient, comme j'ai dit, les musulmans, et c'était donc cette vision, en fait, l'idée que les souverains du Vijayanagar se voyaient eux-mêmes comme des défenseurs vraiment hindou contre un ennemi musulman qui menacerait l'hindouisme, ça c'est totalement anachronique de le voir. Ouais. Très bien. Maintenant, avançons. Je vais partager mon écran. Oui, avec la carte de l'Empire moghol. Donc oui, donc on visitera les rois de cet empire, mais c'est vraiment sous l'Akbar que ça a beaucoup étalé. Et on va pas très très bien, désolé pour la résolution, mais Akbar apparemment, vous avez dit qu'il a eu un empire très minuscule au début, qu'il a hérité. Et c'est vraiment lui après qui a fait beaucoup de conquêtes. Voilà. Mais oui, est-ce que vous avez des commentaires sur cette carte où je... Oui, bah, donc effectivement, oui, c'est vrai qu'on voit pas très très bien. Je suis désolée, mais même d'ailleurs sur l'impression, je pense qu'elle est pas assez claire. Malheureusement, les cartes ne pouvaient pas être en couleur, alors c'est un peu dommage. Oui. Bien les lire. Ben, bon, effectivement, ça commence avec la conquête de Babour. Les premiers souverains mongols n'avaient qu'un qu'un désir, c'était de reconquérir leur zone d'origine, qui était en réalité le Tadjikistan, hein, d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est vraiment en Asie centrale. Et Hmm. parvenant pas à ce retour aux sources, ils ont fini par s'implanter vraiment à devenir des souverains indiens proprement dit. Euh, Oui. Excusez-moi pour vous couper, mais déjà, on les appelle Moghols parce que ce sont les descendants des Mongols. oui, oui, Donc, oui. Tamerlan, en fait, hein, Babour est un descendant venant de Tamerlan, et donc c'est des descendants effectivement des Mongols, Oui. donc dominé une grande partie du monde oriental, et qui ont causé beaucoup de frayeurs d'ailleurs aux Européens, hein, ils ont Oui. fait la conquête jusqu'aux limites de l'Inde en fait, mais pas directement. En fait, les Mongols eux-mêmes, hein, l'empire mongol qui a dominé l'empire, enfin, la Chine, n'a pas fait la conquête de l'Inde en tant que telle. Et donc, c'est après des descendants, finalement, euh, convertis à l'islam, Oui. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans le livre, vous écrivez que Babar n'aimait pas le paysage indien. L'Inde était une consolation pour lui. Il voulait Samarkand. Et puis, tout à l'heure. Et en fait, ça, on le sait, oui. il a écrit son autobiographie. Ça, c'est ça qui est aussi assez extraordinaire quand on arrive à l'époque moghole, c'est que là, on est dans un autre univers de tradition d'écriture. Et Oui. historiographique persane qui est présente et aussi des modalités de rapport au pouvoir différents. Et du coup, on a plus de sources en fait concrètes. Hein. On n'a pas un roi plus ancien qui aurait raconté un peu ce qu'il ressentait. Et donc Babour, effectivement, a écrit un ouvrage en turc qui raconte sa vie, en fait. Et c'est dans cet ouvrage qu'il dit que, oui, il n'aime pas cette aridité indienne. D'ailleurs, il a aussi, tous les Moghols hein, ont beaucoup œuvré pour développer des jardins. Bon, ça fait partie aussi de la culture islamique, puisque c'est un peu un reflet du paradis, hein, le jardin, donc il y a toute une symbolique très importante. Mais oui, Babour n'aimait pas. Oui. Et son fils Humayun, donc dans le livre, vous écrivez qu'il est mort en chutant de l'escalier de sa bibliothèque. Donc, ça, c'est quelque chose ça m'a complètement surpris parce que ça montre, bah, c'est très dommage pour lui, mais ça montre qu'il y avait un engouement, il avait un intérêt, il avait un respect pour tout ce qui était écrit. Et ça, c'est vraiment... C'est pour ça que j'ai donné cette anecdote parce que je la trouve.
effectivement emblématique de cet intérêt. Alors, on a des souverains mongols qui eux-mêmes n'étaient pas forcément lettrés, mais qui avaient oui, un intérêt pour la culture, pour les connaissances et pour les livres, qu'ils ont contribué à conserver, à transmettre, à traduire. Donc, c'est très important. Oui. Et parlant de Akbar aussi, une phrase qui m'a marqué, c'est que vous dites que Akbar, avant tout, il était curieux de tout, disons. Il était curieux de tout. Et ça, c'est vraiment emblématique de ce personnage. Après, quand on parle d'Akbar, et ensuite, bien sûr, on parle d'Aurangzeb, on va pas sauter Jahangir et Shah Jahan, mais vous faites cette comparaison de bons musulmans et mauvais musulmans. Ça m'a rappelé le sketch des inconnus, mauvais chasseurs et bons chasseurs. Mais oui, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de Akbar? En quoi il était différent? Oui, alors ça, c'est cette représentation, parce que comme j'ai dit dans le livre, j'essaye à certains moments de vraiment évoquer aussi la façon dont on représente aujourd'hui ces époques. Et c'est vrai qu'Akbar a été, à l'époque coloniale, par les nationalistes indiens, présenté comme un peu le bon empereur, celui qui avait une forme de tolérance assez remarquable par rapport à ces sujets hindous. Et donc, on cite le fait qu'il a supprimé une taxe. En fait, c'est la taxe spécifique qui est imposée aux non-hindous, aux non-musulmans, pardon. Et donc, il a supprimé cette taxe. Donc, ça, c'est une réalité historique, hein. Et bon, le fait qu'il avait des ministres hindous et aussi, surtout, qu'il était très intéressé par finalement tout ce qui était culture et aussi approche religieuse, et qu'il a suscité au sein de sa cour des débats et des rencontres entre des brahmanes, y compris des jésuites, qui ont essayé vainement de convertir ou de persuader, et puis des docteurs musulmans aussi. Et donc, il y avait des débats organisés à sa cour pour échanger sur les textes. Quelque chose d'important aussi, c'est que les Upanishads ont été traduits en persan, et ensuite, c'est par là qu'ils sont arrivés jusqu'en Europe. Hein, c'est-à-dire que les Moghols ont été un peu des courroies de transmission de la culture, y compris de la culture sanskrite. Donc, c'est très intéressant vers l'Europe. Mais alors, donc, il y avait ce personnage d'Akbar, très curieux de tout, comme vous le dites, effectivement, bon, qui a fait aussi des conquêtes territoriales importantes, hein, on a vu sur la carte. Et en fait, souvent, on a eu tendance, et on a toujours tendance, à faire le contraste avec Aurangzeb, qui lui a régné donc, à peu près à la même époque que Louis XIV, donc fin 17e, début 18e, et qui est présenté au contraire comme quelqu'un d'extrêmement intolérant, qui s'est imposé en massacrant d'ailleurs ses frères. Bon, ça c'était quelque chose d'assez banal, je dirais, dans les successions sont toujours très compliquées dans les pouvoirs en Inde. Bon, ça, c'est pas seulement chez les musulmans. Et en fait, et lui, bon, a rétabli cette fameuse taxe, a pu aussi mener des guerres contre des hindous. Mais quand on regarde les choses plus précisément, on se rend compte qu'en plus, Aurangzeb a changé de politique en cours de route. Il s'est montré ensuite beaucoup plus accommodant vis-à-vis de souverains hindous. Et en fait, on se rend compte que, et puis Akbar, lui, il a aussi mené des guerres et des destructions de. Mhm. Donc, en fait, ce contraste est à nuancer. Et les deux, finalement, se sont adaptés aussi aux besoins de leur époque et de leur pouvoir au moment donné où ils régnaient, en fait. Les mariages avec des femmes, des filles de Rajput, par exemple, bah, servent à évidemment imposer son pouvoir d'une manière soft. Et Mhm. c'est des pratiques qu'on retrouve d'ailleurs aussi en Europe, hein. Les mariages princiers, c'est pour s'assurer du contrôle de tel ou tel territoire. Donc, c'est pas forcément une preuve de tolérance religieuse, c'est de la bonne politique en réalité. Ouais. Des questions comme ça qui sont vues sous l'angle uniquement religieux et qui ne devraient pas l'être, tout simplement. Oui, tout à l'heure j'ai oublié, parlant de Humayun, le mausolée, le tombe de Humayun à Delhi est très, très beau, très, très joli d'ailleurs si ça intéresse les gens.
Donc oui, on va juste parler un petit peu de, je ne sais pas, c'est des Jahangir ou Shahjahan. Vous avez écrit que c'était un bâtisseur. Il avait bâti beaucoup de beaux bâtiments. Est-ce que c'est Shahjahan? Oui, alors oui, oui, tout à fait. En fait, bon, tous les Moghols ont été quand même des bâtisseurs, mais certains, effectivement, encore plus que d'autres. Ils ont en plus souvent, à chaque fois, rebâti une nouvelle capitale, parce que les Moghols avaient une forme d'héritage aussi un peu nomade. Et donc, il y avait toute une pratique d'une cour itinérante qui se déplaçaient. Et donc, on a aussi ces... Alors ça, c'est aussi une particularité, d'ailleurs, pas seulement des Mongols, de reconstruire des capitales à chaque fois nouvelles. Donc, bâtisseurs de mosquées, bâtisseurs de palais, effectivement. Et c'est des traces, enfin, c'est des monuments qui restent très importants en Inde du Nord. Et même si parfois il se détériore un peu, surtout qu'on a tendance aujourd'hui à essayer d'effacer un petit peu cette histoire et peut-être à moins protéger cet héritage qui est important, d'autant plus que les époques antérieures n'ont pas laissé beaucoup de traces non religieuses. C'est-à-dire qu'on a des temples qui peuvent être anciens, parce que tout simplement les temples étaient construits en pierre, donc ils ont perduré, mais les palais qui étaient en général en bois, enfin, qui n'étaient pas en matière résistante, n'ont pas été conservés. Donc on n'a pas de palais Gupta, par exemple, on n'a que un héritage qui est purement religieux. Donc ça a tendance aussi, du coup, à donner l'impression que la religion avait une telle importance en Inde. En fait, le politique en avait aussi, mais sauf qu'on n'a pas les traces conservées. Alors pour les Moghols, on a ces bâtiments, effectivement, qui sont présents, Oui, aussi, bien sûr, notamment le Taj Mahal, bien connu. bien sûr. Et pour continuer dans la même lignée, je vous rappelle aussi que c'était la période aussi d'une splendeur artistique et la fusion des cultures hindoues et musulmanes au niveau de cuisine, que ce soit musique, l'art, beaucoup d'innovations religieuses. Et vous décrivez très bien ça dans le livre. Très très important. Il y a tout cet art de la miniature extraordinaire, la production d'ouvrages illustrés, la musique, oui, bien sûr, hein, avec musique ce qu'on appelle hindoustanie. Euh, tout ça, oui, oui, une période très, très... Et alors, il y avait aussi, d'ailleurs, des échanges qui pouvaient se faire avec l'Europe. Sanjay Subrahmanyam a beaucoup travaillé aussi sur ces relations-là, le fait que, par exemple, certains empereurs moghols avaient des tableaux hollandais. Donc, il y a aussi des ouvertures, en fait, sur d'autres approches artistiques qui ont pu nourrir cette culture particulière, indo-persane, en fait, hein, qu'on peut appeler Oui. indo-persane. Avant de parler de rage britannique des Anglais, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de l'Empire marathe et aussi de Tipu Sultan qui attendait l'aide de Napoléon contre les Anglais et c'est ça grâce à vous que j'ai appris. Est-ce que vous avez quelques mots sur ces deux royaumes, derniers royaumes on peut dire? Oui, alors l'Empire Marathe, fondé donc par Shivaji, donc de ce que je comprends, c'est la région, enfin c'est votre région d'origine, c'est ça, le Maharashtra, et au XVIIe siècle, euh, qui était une sorte une confédération en réalité. Shivaji, c'est un personnage vraiment particulier, hein, parce que c'est un peu un parvenu, entre guillemets. C'est quelqu'un qui est monté comme ça, qui a été adoubé par une catégorie de brahmanes qui ont reconnu sa capacité, sa possibilité à gouverner, et qui ensuite a cette région de l'ouest donc de l'Inde qui a résisté, qui a beaucoup combattu contre les Moghols. C'est la raison pour laquelle ils sont souvent aussi aujourd'hui, quand on considère que les Moghols eh bien, ont fait occasionné beaucoup de destruction, ben, on met un peu en exergue plutôt la résistance marathe. Les Marathes qui ensuite ont fait des incursions au-delà de leur territoire principal du Maharashtra, y compris jusqu'au sud de l'Inde, puisqu'ils ont même conquis un petit territoire qui est le royaume de Tandjavur, en plein au milieu du Tamil Nadu, où ils ont développé une cour très très importante qui protégeait la littérature et aussi surtout la musique. Voilà. Et ils ont ensuite donné du fil à retordre aux Britanniques, puisqu'il y a eu plusieurs guerres menées par l'Est India Company contre les Marathas.
et qui s'est terminée par leur défaite en 1818. Alors pour ce qui est de Tipu Sultan, alors là c'est un autre cas. Donc en fait il y a Hyder Ali, son père, et Tipu Sultan. Donc là on est au XVIIIe siècle. On est dans cette période d'extension finalement de l'emprise, de la présence de l'Est India Company, mais peut-être qu'on va y revenir après. Et donc en fait c'est dans la région de Mysore, donc on est au sud de l'Inde, dans ce qui est aujourd'hui le Karnataka. Et il y avait donc un royaume hindou, le royaume des Vaudiyars auparavant. Et en fait, Hyder Ali est un chef musulman qui, au départ, a régné dans une forme de régence pour le souverain hindou. Et finalement, qui était donc pas encore en capacité de gouverner. Et puis finalement, il a pris le pouvoir pour lui-même. Et ensuite, son fils Tipu Sultan lui a succédé. Donc, ils ont développé un contrôle donc, sur cette région enfin, centrale et sud de l'Inde. Et effectivement, bon, on est dans un contexte de confrontation entre la France et l'Inde en Inde. Entre la France et l'Angleterre, excusez-moi, en Inde. Et donc, il y a une concurrence de l'influence en fait locale, puisque à l'époque, les Français et les Anglais se faisaient la guerre en Europe, et donc l'Inde se retrouve aussi un objet de convoitise des deux côtés. Et effectivement, bah, les souverains indiens ont un peu navigué et utilisé cette confrontation entre Européens Hmm. pouvoir avoir en fait une aide militaire, hein. C'est-à-dire avoir dans leur rang des combattants européens qui avaient des compétences militaires qu'ils utilisaient ensuite contre leurs ennemis locaux indiens. Ils ont un peu fait rentrer le loup dans la bergerie, on pourrait dire. Et finalement, effectivement, Tipu Sultan, donc qui était, enfin, qui faisait la guerre contre les Scindia Company, a eu un espoir à un moment que les Français allaient venir à son secours. Et en fait, il s'est fait un peu, bon, j'allais dire un peu vulgairement, rouler dans la farine, c'est-à-dire il a imaginé, il a envoyé plusieurs ambassades, en fait, envoyés, en fait, pour demander cette aide. On lui a plus ou moins dit que peut-être on allait lui envoyer des troupes, hein, carrément des troupes françaises. Mais en fait, ça n'a jamais été vraiment prévu. Donc, bon, ça n'a pas été le cas. Alors, on dit aussi qu'il aurait fondé un club jacobin. Bon, ça, Oh, je sais pas. d'accord. Mais merci. Ce que j'ai aussi remarqué dans le livre, vous dites que bien sûr, il y avait des Européens comme les Anglais, même les Danois, les Portugais, les Hollandais, et il avait une compétition entre eux. Mais tout ça, c'était quelque part des commerçants. Et que seul pour les Français, l'intervention en Inde était politique. C'était lui, je ne sais pas c'est quel lui, mais qui avait vraiment envoyé ou voilà, dirigé quelque part en Inde la présence française. Et qu'à l'époque, vous citez dans le livre, et c'était une surprise pour moi, c'est que les Français avaient fait une sorte de arrangement avec les Anglais en cédant Madras, Chennai, contre une ville au Québec. Oui, oui, complètement. Alors, c'est vrai que en fait, la présence des Européens en Inde s'est développée par l'intermédiaire de compagnies de commerce, puisque le but était donc de faire du commerce. Et alors, en fait, la première entreprise, c'est les Portugais. Et celle des Portugais au XVIe siècle, eux, ils avaient quand même aussi un lien avec l'État, hein. C'était vraiment des envoyés au nom du roi du Portugal. Et alors, ils y allaient pour faire du commerce et aussi pour répandre le christianisme. Donc, il y avait bon, mais ils n'ont pas fait de conquête, c'était vraiment des comptoirs qui servaient à faire du commerce, bon, principalement, même s'ils ont intitulé leur territoire de gloire un royaume, et en y nommant même un vice-roi. Bon, mais c'était un tout petit territoire. Et en fait, c'est vrai que les compagnies ensuite dites du Nord, donc anglaises, hollandaises et puis aussi danoises, c'était vraiment purement commercial, avec comme seul objectif de faire du bénéfice des actionnaires, voilà. Et, euh, et donc, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs
il ne prévoyait pas de conquête territoriale parce que ça coûte très cher. Et donc, c'était pas quelque chose d'envisagé en fait. Et pour ce qui est des Français, c'est vrai que la compagnie française, dans un premier temps avec Louis XIV, et puis ensuite, enfin, bon, elle a connu plusieurs développements, mais c'était une entreprise mixte en fait. C'était quand même le roi était présent et donnait cette autorisation, et donc il y avait plus de liens avec le politique, c'est vrai, que dans le cas des compagnies dites du Nord, quoi, qui étaient plus des compagnies vraiment capitalistes. Donc c'est vrai, et du coup, la compagnie française était dépendante aussi financièrement des subsides donnés par le roi, en fait, hein, et donc de la politique menée et des intérêts français de la politique française, du roi français. Et effectivement, il y a eu cet échange, ce choix finalement de la France, le Canada plutôt que l'Inde. Oui. D'accord. Non, parce qu'il y a aussi un petit débat en Inde. Si ce n'était pas les Anglais, si c'était les Français ou Danva ou des autres colonisateurs, comment l'Inde serait aujourd'hui? Bon, euh, mais une autre chose qui m'a aussi beaucoup intrigué dans le livre, c'est que vous dites que la conquête de l'Inde par East India Company ou les Anglais, c'était grosso modo en trois étapes. Ça s'est commencé dans la partie l'est, côté Bengale, ensuite dans le sud et à la fin dans le nord. Est-ce que c'est correct? C'est que... Complètement. Alors, c'est pas, enfin, les historiens aujourd'hui s'accordent pour dire qu'il n'y a pas eu d'entreprise concertée où on prévoyait à l'avance on va faire cette conquête, etc. La première conquête, en fait, celle du Bengale, qui commence en 1757 et qui, disons, est complète en 1765, après plusieurs guerres, en fait. Visiblement, elle a été menée, cette conquête, parce qu'il y a eu des troubles en fait, au Bengale. Le nouveau euh, chef du Bengale contestait et avait même attaqué Calcutta, qui était le centre du commerce pour la India Company dans cette région. Et donc, il y avait une volonté de stabiliser finalement cette présence qui était très, très lucrative, hein, qui rapportait beaucoup à la India Company. Et donc, cette conquête servait à ça, quoi, finalement. Ensuite, bah, les choses se sont continuées vers le sud et là, plus dans un contexte de concurrence avec la France, puisque la France s'était implantée donc par le comptoir de Pondichéry, cherchait à développer des contacts avec des souverains indiens, en particulier le Nizam d'Hyderabad. Et donc, les Anglais voyaient d'un très mauvais œil en fait cette influence française se développer et cherchaient eux aussi à du coup préserver leurs intérêts, hein, face à la France. Et donc, c'est sans doute ça aussi qui a mené à une intervention. Alors, dans le sud, ça n'a pas été une conquête par les armes, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les compagnies commerciales, et surtout la Signa Compagnie, ont petit à petit, euh, en fait, ont fait des prêts aux souverains indiens qui leur permettaient de financer leurs guerres, parce que à cette époque-là, au XVIIIe siècle, il y avait vraiment des guerres entre souverains un peu partout en Inde, c'était très morcelé le pouvoir. Et du coup, c'était très coûteux. Donc, les impôts ne suffisaient pas. Donc, on avait des emprunts. Et finalement, ces souverains indiens se sont retrouvés un peu sous la dépendance financière de la Signa Compagnie. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour le Nawab d'Arcole, donc qui dominait en fait le sud de l'Inde, enfin le sud de la région du pays tamoul, et qui a été contraint d'accepter de confier finalement la collecte des impôts à la Signa Compagnie et finalement de lui donner ce pouvoir. Ensuite, ça s'est poursuivi, donc cette première implantation, par les guerres contre Tipu Sultan, dont on a parlé tout à l'heure, et qui menaçait en fait, parce qu'il faisait des raids, donc il était considéré comme menaçant en fait cette région conquise du sud. Et voilà. Et puis ensuite, effectivement, l'extension dans la vallée du Gange vers l'est et les derniers combats contre les Marathas en particulier. Hmm. Faute du temps, on va pas parler peut-être de la révolte de Sipaya, mais ensuite, est-ce que vous pouvez brièvement parler de nationalisme indien, le rôle que Gandhi a joué face aux Européens, face aux Anglais? Alors oui, donc la colonisation donc, ça s'installe sur l'ensemble de l'Inde. À partir de 1858, c'est la couronne britannique, hein, qui est directement
à la manœuvre, ce n'est plus l'Est India Company, et donc c'est ce qu'on appelle le Raj en fait. Et donc on a un système colonial qui se met en place, qui est très euh, autoritaire, autoritariste, avec peu de place pour les Indiens dans le système de l'administration. Donc ils avaient des postes subalternes, mais ils n'étaient pas présents évidemment au sommet, là où se prenaient les décisions. Et donc se développe progressivement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, du 19e siècle, pardon, déjà des contestation d'ordre culturel pour réaffirmer l'importance de la culture indienne face aux cultures européennes. Donc, il y a des formes de renaissance culturelle qui se développent, avec dans un premier temps des échanges aussi pour recueillir ce qui peut être intéressant des apports européens. Et puis, en fait, dans la deuxième moitié du 19e siècle, en voyant que l'ouverture que les Indiens pouvaient avoir vis-à-vis de l'Europe ben, n'était pas payée en retour, hein. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de possibilité de participer au pouvoir et d'être considérés à égalité avec les Anglais. Eh bien, ça a mené vers une recherche euh, pour réclamer des réformes. Donc, dans un premier temps, le début du mouvement nationaliste, avec la fondation du Parti du Congrès en 1885, c'était plutôt pour obtenir des réformes, en fait, dans le système colonial lui-même. Donc, plus de partage de pouvoir, en fait, à l'intérieur de ce système. Et c'était plutôt une élite, parle anglais le plus souvent d'ailleurs, et qui s'est mobilisée. Et puis ensuite, ce premier mouvement, disons, s'est développé, est devenu beaucoup plus massif, d'abord par une première mobilisation très importante au Bengale, en 1805, au moment où les Anglais décident de diviser la province du Bengale. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais en tout cas, ça a été un premier mouvement assez massif et qui a dépassé l'élite au sein du Bengale contre les India Company, contre les Anglais. À l'époque, l'idée n'était pas forcément d'aller vers une indépendance. On ne parlait pas d'indépendance, mais c'était vraiment des réformes importantes. Et puis, après la Première Guerre mondiale, ça a été un tournant parce que, bon, d'abord, la Première Guerre mondiale, c'est un peu comme dans toutes les colonies européennes, ça a été le cas aussi en Afrique, hein. Vous avez des Indiens qui ont combattu dans l'armée britannique. Et puis, il y a eu un arrêt aussi des mobilisations anticoloniales pendant cette période de la guerre. Et les Indiens espéraient aussi avoir un retour ensuite à la fin de la guerre, et ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, les politiques répressives mises en place pendant la guerre ont été maintenues, et c'est ce qui a euh, mené à des mobilisations beaucoup plus massives, un mouvement national en fait, et où effectivement Gandhi a pris une importance très grande, une figure majeur parce que il était rentré d'Afrique du Sud au relais par certains succès qu'il avait eu en Afrique du Sud quand il s'était mobilisé pour défendre la minorité indienne d'Afrique du Sud. Et puis ensuite, en Inde, il a donc, dans le cadre du Parti du Congrès, il a lancé plusieurs mobilisations à partir de 1919 en mettant en avant le fait qu'il fallait que les Indiens prennent en main leur propre destin, mais le fassent d'une manière non violente. C'est-à-dire qu'il fallait prendre les Anglais à leur propre jeu. Il faut savoir que les gens qui dirigeaient ou qui étaient en position majeure dans le parti du Congrès étaient souvent des personnes qui avaient fait des études de droit, souvent en Angleterre. Ils connaissaient bien, en fait, cette contradiction qu'il y avait entre un pays qui était devenu de plus en plus libéral et démocratique en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, et puis qui imposait un système oppressif, ne respectant pas du tout ces règles de droit en Inde. Et donc ils jouaient un peu enfin ils ont joué de cette contradiction et en mobilisant donc les masses, y compris et surtout les masses paysannes, qui sont majoritaires bien sûr en Inde à cette époque. Et donc la figure de Gandhi a été très importante dans cette mobilisation des années 1920, et où là, les nationalistes indiens ont commencé à réclamer non pas seulement des réformes, mais vraiment l'indépendance de l'Inde et le départ des Anglais. Et Oui, ensuite ont été encore plus clairs pendant la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1942. oui.
Et après l'indépendance de l'Inde en 47, on a eu la constitution de l'Inde en 1951. Et là, je vous posais la question sur cette constitution qui est la plus longue et la plus complète peut-être du monde, on dit. Euh, Vous avez utilisé le mot pour dire first past the goalpost, le scrutin uninominal à un seul tour. Pour moi, c'était un nouveau mot en français. Oui, donc que pouvez-vous dire sur la constitution de l'Inde et après on va toucher sur le sécularisme indien, sa spécificité, laïcité. Alors, effectivement, donc 1947, indépendance de l'Inde et du Pakistan, donc déjà une division, hein, puisque cette histoire de l'Inde qui jusque-là était, concernait en fait le sous-continent indien. Donc là, ensuite, on continue avec ce qui est devenu donc l'Union indienne. Et une constitution qui est donc mise en place en 1950 et qui euh, installe un système démocratique très largement inspiré des modèles britanniques et aussi un peu américains, puisque en fait on a un système fédéral qui est censé pouvoir euh, tenir compte de la diversité de l'Inde, de sa diversité régionale, linguistique, etc. Et donc la constitution d'États qui ont chacun une assemblée, un chef ministère, et puis au centre, un pouvoir central avec un pouvoir exécutif et un premier ministre qui dirige un gouvernement, deux assemblées nationales donc la Lok Sabha, élue par tous les Indiens. Et donc c'est la Lok Sabha qui est élue au suffrage uninominal à un seul tour, qui, a, qui est assez enfin, singulier parce que, il amène à des formes de distorsion en fait, entre le pourcentage des voix qu'obtient un parti et le nombre de députés qu'il a dans l'Assemblée à la fin, puisque en fait, l'Inde est divisée en un très grand nombre de circonscriptions. Et dans chacune de ces circonscriptions, les différents partis proposent des candidats. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de partis en Inde, hein. Bon, et ils proposent des candidats, et donc les gens votent pour bon, un candidat dans leur circonscription. Et donc celui qui obtient le plus de voix dans la circonscription est élu. Donc imaginons qu'il y ait 15 partis qui proposent un candidat. Bon, c'est souvent un peu moins quand même, mais ça peut arriver. Et il y en a un qui obtient le plus de voix, c'est-à-dire 15%, eh bien, il est élu. Mais en fait, il a obtenu 15% des voix. Donc, si vous voulez, et après, si ce parti-là est présent dans plein de circonscriptions en Inde et toujours premier, eh bien, il obtiendra la majorité à l'Assemblée. Voilà, c'est ce qui se passe en fait, ce qui s'est passé régulièrement ces derniers temps, où le parti au pouvoir central a souvent obtenu entre 30 et 37% des voix à l'échelle nationale, mais comme il arrive en tête dans une majorité de circonscriptions, eh bien, il se retrouve à avoir la majorité. Alors, ça donne un système quand même qui est censé produire un gouvernement stable, parce que c'est ça l'idée, c'est que quand même il y ait vraiment un parti qui domine l'Assemblée, et comme c'est ce parti-là qui va produire le Premier ministre, eh bien, on a quelque chose qui est censé être stable. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez remarquable hein, quand on regarde l'histoire de l'Inde depuis 1947. euh, Oui. et en plus, dans la douleur avec la partition et toutes les violences qui ont accompagné, où il fallait construire vraiment un nouveau pays, quoi. Il y a une forme de stabilité quand même assez remarquable de ce pays. Oui. Une question qui pourrait intéresser surtout les Français, c'est la différence de l'approche dans la laïcité indienne et la laïcité française. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ça? Alors, on emploie ce terme particulier pour désigner cette laïcité indienne qui est le sécularisme. D'ailleurs, des fois, il y a des erreurs. On parle de séculaire, alors que séculaire, ça veut dire autre chose. Enfin, il faut vraiment faire attention au terme. Alors, Oui, le siècle, oui. pourquoi on n'utilise pas laïcité? Parce qu'on pourrait, non. C'est parce que justement, pour distinguer et cette pratique-là, cette relation finalement entre le politique et le religieux, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, comment s'articule en fait la sphère de l'État et la sphère du religieux. Alors, il se trouve qu'en France, on a un historique très particulier sur la laïcité, puisque on peut faire remonter ça à 1905 avec la loi de séparation entre les églises et l'État qui est issu
d'un long combat en France entre finalement l'Église catholique, hein, qui était dominante en fait en France, et l'État, avec une volonté assez souvent de mainmise, ou en tout cas de proximité entre cette Église catholique et la sphère de l'État. Bon. Et donc, en 1905, enfin, ce qui est vraiment établi, c'est une séparation totale avec l'idée que la religion est la sphère du privé et elle ne doit pas interférer sur le public et donc la sphère de l'État. Et donc ça allait très très loin à cette époque-là, puisque par exemple des instituteurs en France n'avaient pas le droit d'aller à des processions religieuses parce qu'ils étaient des instituteurs de la République et il ne fallait pas qu'on les assimile à des pratiquants d'une religion. Vous voyez, donc c'était vraiment quelque chose d'assez radical dans la séparation. Et avec cette conception assez occidentale qui est de dire que la religion est du domaine du privé, de la vie privée, et non pas du domaine de la sphère publique. Alors en Inde, évidemment, une telle conception est totalement impossible, hein, parce que la religion imprègne euh, à la fois les familles, enfin ce qui se passe dans le privé, si on peut dire, mais aussi évidemment la vie publique, etc. Donc c'est pas dans cette optique-là qu'est construite le sécularisme indien, c'est vraiment dans l'idée de protéger toutes les religions, c'est-à-dire que toutes les religions ont la possibilité d'exister, bien sûr, en Inde, d'après la Constitution, et elles ont un droit d'être protégées et aussi de s'organiser, d'avoir leurs propres institutions si elles le souhaitent, de pratiquer le prosélytisme, parce que c'est même inscrit hein, dans la Constitution, cette possibilité. Voilà, donc c'est plutôt en termes de protection de toutes les religions, et en particulier des religions minoritaires, parce que au moment de l'indépendance en 47, eh bien, du fait de la partition, le pourcentage des musulmans qui étaient déjà de toute façon minoritaires, hein, on avait vu 35% tout à l'heure, eh bien, avait encore réduit en pourcentage. Et donc, il pouvait être finalement menacé par cette domination, disons, de la religion hindoue. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir protéger les minorités. Donc, il y a les chrétiens aussi, enfin, toutes les autres minorités. Donc, il y a un peu cette optique très, très importante dans la Constitution, qui est cette protection. Mm. C'est pour ça, il me semble que c'était en 2005 sous Chirac, quand il avait une interdiction de porter le turban dans l'école. Ça avait choqué beaucoup d'Indiens là-bas. Oui, parce qu'en Inde, on sait bien que bah, chacun mène et s'habille selon ses propres coutumes et sa propre culture, et c'est quelque chose qui doit être admis effectivement, parce qu'on ne sépare pas. En fait, en France, c'est perçu comme un signe privé qu'on met dans l'espace public. Donc, Oui. ça fait partie de son identité et il n'y a pas de raison de l'interdire, effectivement. Donc, grosso modo, on peut dire en France, ça se passe par le mot d'interdiction de manifestation des signes religieuses. En Inde, c'est quelque part la célébration où chacun peut faire et manifester librement euh, voilà, les signes de religieuses. Bon, aujourd'hui, c'est parfois menacé, évidemment, cette règle-là, mais en fait, c'est comme ça que ça a été construit. Oui, voilà. Mais justement, pourquoi aujourd'hui on a un dérapage, on peut dire, ça serait peut-être la dernière question. On s'approche à la fin de cet entretien. Même si c'est difficile à faire, je vous invite à faire peut-être une comparaison entre les 10 années de United Progressive Alliance, UPA, entre 2004 et 2014, et de 10 années de NDA, National Democratic Alliance, sous Modi, entre 2014 et 2024. Est-ce qu'il y a vraiment des différences qui sont remarquables et importantes à saisir? Alors, je commencerai par les points communs, peut-être. En fait, il y a des choses communes qui est la trajectoire économique et la façon dont l'Inde s'est insérée dans l'économie mondiale, en fait, progressivement, s'est ouvert sur l'économie mondiale, a développé des échanges de plus en plus importants, euh, a connu aussi des formes de corruption liées à cette ouverture. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit se poursuivre, en fait, dans ces deux périodes. La politique étrangère aussi, qui est plutôt dans une forme de continuité. Alors, dans les différences, c'est peut-être justement cette perception de ce qu'est le sécularisme et de la façon dont
définit l'identité indienne, en fait. C'est-à-dire qu'il y a probablement un effort aujourd'hui plutôt d'unification culturelle, et moi je le perçois comme quelque chose d'assez inédit dans l'histoire de l'Inde. C'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, comme on a vu au fur et à mesure en fait de cet entretien, on voit que dans les différentes époques indiennes, il y a eu des multitudes donc, de pouvoirs politiques et de systèmes religieux qui se sont développés, et en général avec une grande diversité, y compris sur des petits territoires. Et cette diversité, elle est sans doute perçue, et elle a été perçue probablement à partir de l'époque coloniale comme une faiblesse par rapport à d'autres États dans le monde, et en particulier en Occident, où les nations sont très construites autour d'éléments communs, d'une histoire commune, éventuellement d'une religion commune, etc. Et donc, euh, il y a sans doute une volonté de renforcer ce qui est perçu comme une faiblesse indienne, et du coup d'aller vers une unification d'ordre culturel. Et cette unification, on l'a construit à partir de cette base hindoue que l'on identifie dans le védisme, etc. Ce qui veut dire que, en fait, on ne va pas forcément dire que les musulmans n'ont plus le droit d'être là, etc., même si certains peuvent le dire, mais c'est plutôt, oui, d'accord, ils peuvent être là, mais il faut qu'ils acceptent cette prédominance en fait substrat hindou. Voilà, donc là il y a quelque chose d'un peu. Alors c'est pas nouveau parce que ça a déjà été dit par exemple à la fin du 19e siècle dans des écrits, etc. Mais c'est le fait que c'est un peu mis en pratique politiquement et que ça peut générer aussi des excès et des discriminations assez terribles pour les minorités qui sont perçues finalement comme marginales par rapport à un centre. Mais il n'y a pas que des questions religieuses qui se jouent dans cette unité culturelle. On a aussi la diversité linguistique et les nationalismes régionaux qui peuvent contredire en fait ce discours unificateur et qui y résistent d'ailleurs. On voit que comme l'Inde est un État fédéral, il y a un certain nombre d'États en Inde qui ne sont pas dirigés par le même parti que celui qui est au centre, qui n'ont pas la même vision de ce qu'est l'Inde. On voit ça au Bengale, on voit ça au Tamil Nadu, au Kerala. Donc c'est cette construction unitaire, elle est peut-être impossible à faire. Bon. Euh, En tout cas, elle est discutée. Voilà. Et je pense que c'est peut-être, oui, des différences avec la période précédente qui était plus dans la continuité, en tout cas dans cette relation à la diversité, avec ce qui s'est construit depuis 1947 dans l'Inde démocratique. Merci. Et, comme je vous ai dit que j'ai aimé, adoré ce livre et que je le recommande à tous nos auditeurs, j'ai quand même quelques petites critiques, donc si vous me permettez. Et sans doute c'est lié au fait que c'est une brève histoire et qu'on ne peut pas tout mettre. Mais première chose, c'est que quand vous avez parlé de Akbar, il faut aussi mentionner que Akbar, il a fondé une religion qui s'appelle Din-e Ilahi, qui n'a pas eu beaucoup de succès. Mais ça, c'est quelque chose que je retiens dans tout ce que quand je lis des livres d'histoire en Inde et quand on parle d'Akbar. Ça, c'est une chose. Ce qui m'a aussi surpris, c'est que vous n'avez pas parlé de Benoît de Boigne, qui est, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est sous le régime de Marat, les Holkar, ils avaient employé Benoît de Boigne, qui était un militaire. Et ensuite, on lui a donné beaucoup de responsabilités. Et même quand sont morts aussi, il a eu ce territoire qui couvrait de Gujarat jusqu'à Bengale. Et apparemment, il avait déclaré le français comme une langue officielle de cette région, le drapeau de Savoie, d'où il venait, comme le drapeau de cette région. Donc ça, c'est deuxième chose. Et troisième chose, c'est que je trouvais que vous n'avez pas parlé du livre de India After Gandhi de Ramchandra Guha, qui décrit beaucoup en détail l'histoire de l'Inde après 47. Parce que c'est ça qui arrive en Inde. Souvent, il dit que quand on parle de l'histoire de l'Inde, ben, on raconte tout et on arrête en 47, l'Inde est libérée, après l'histoire s'arrête et c'est pas vrai. Voilà, donc, qu'est-ce que vous en pensez de... Oui, bah, de toute façon, il y a beaucoup, beaucoup de choses, évidemment, que je n'ai pas pu citer. En fait, le plus difficile dans l'écriture de ce livre, ça a été la sélection et des choses
que je n'ai pas pu effectivement évoquer. Vous avez tout à fait raison pour Akbar. Oui, oui, c'est vrai que j'aurais pu le citer. Donc, effectivement. Donc, Oui. Non, non, mais je pense que c'est une critique, mais c'est une remarque plus, on peut dire. c'est ça. Le travail n'est pas facile. Non, non. Et puis pour ce que vous venez de dire à l'instant, c'était Benoît de Boigne non, juste après. et India After Gandhi de Ramchandra Guha. J'ai quand même deux chapitres à la fin qui sont consacrés à l'Inde post-47. Mhm. Bon, c'est vrai que j'aurais pu faire un choix. J'étais libre en fait là-dessus de raccourcir parce que j'avais un nombre de signes limité. Hein. Je ne pouvais pas faire plus Ouais. que celui-là. Donc j'aurais pu effectivement faire moins sur les périodes plus anciennes et faire plus sur la période plus contemporaine. Mhm. Alors, très contemporain, moi je suis historienne, donc c'est normal, j'en ai parlé bien sûr, hein, et puis j'observe ça et je fais aussi des cours là-dessus, mais je pense que bon, Oui. Non, non, moi je pense que vous avez très bien détaillé et c'était vraiment représentatif de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est juste que j'ai pas trouvé dans la bibliographie ce livre et c'est ça qui m'a étonné. Mais, sinon, le livre, c'est très, très synthétique. La bibliographie, elle est d'abord, vous avez vu, elle est quand même assez restreinte. Je n'avais pas la possibilité d'en mettre trop. D'ailleurs, j'en ai mis plus que ce que l'éditrice voulait. D'accord. Et, et puis, comme j'ai choisi en priorité des ouvrages français, du coup, bon. Mais c'est vrai que j'aurais pu citer cet ouvrage aussi. Oui. Euh, pour vraiment finir cet entretien, que j'ai beaucoup aimé cet échange et tout ce que vous avez parlé, Euh, il y a vraiment la dernière partie de ce livre qui parle beaucoup sur les Indiens en général et par rapport vis-à-vis des Français. Donc, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien juste lire ce petit passage. Vous dites, les Indiens ont le temps, un temps cyclique tropical. Ils aiment les films fleuves pleins de chansons, les interminables matchs de cricket, les grandes fêtes qui s'étirent en longueur. Ils peuvent soudainement rejoindre une marche protestataire traversant l'Inde, abandonner leur champ pour faire le siège de la capitale pendant un an, s'installer dans une rivière pour empêcher la construction d'un barrage ou, plus modestement, s'accrocher aux arbres pour empêcher qu'on les coupe. Tout dépend des lunettes que l'on chausse pour regarder, des lieux où l'on voyage, des personnes que l'on rencontre. Longtemps, les Français ont plutôt cultivé une fascination pour la Chine, un pays dont l'organisation quasi militaire pouvait mieux correspondre à l'esprit cartésien et au goût napoléonien pour l'ordre. L'Inde fascine certains qui retournent sans cesse, mais effraie la majorité. Trop complexe, trop diverse, trop religieuse et aujourd'hui trop intolérante. C'est l'Europe tout entier dans son multilinguisme, son fédéralisme inachevé, son idéal humaniste qui devrait dialoguer avec l'Inde et concevoir des ponts, des échanges, aussi bien économiques que culturels. Voilà, ça me rappelle combien d'heures de ma vie j'ai consacré pour regarder les matchs de cricket, ça c'est vrai. Merci à vous. Et oui, juste un dernier mot. Vous dites que l'Europe, dans son fédéralisme inachevé, donc est-ce que vous souhaitez que ça soit achevé? C'est un souhait? Oui, enfin, je pense que ça serait l'intérêt de l'Europe de construire un vrai fédéralisme, et un vrai et un fédéralisme démocratique. D'accord. C'est en comparaison avec l'Inde que vous pensez à ça? Oui, Au défaut dans les relations entre les deux, je pense que l'Europe a beaucoup à apprendre du fédéralisme indien et de son fonctionnement. très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot de fin avant qu'on conclue? Bah, en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que le passage que vous avez lu, je pense, témoigne aussi de l'amour immense que j'ai pour l'Inde et ce qui m'a porté aussi en écrivant ce livre. Et j'espère vraiment enfin, j'aimerais vraiment que les Français développent plus d'intérêt pour ce pays, se forment aussi, apprennent des langues indiennes. Ils peuvent venir à l'INALCO pour ça. D'accord. Parce que c'est très important, le vecteur de la langue aussi, hein, pour aborder une culture. Il ne faut pas croire que l'anglais permet d'ouvrir toutes les portes en Inde. Et puis voilà, puis il y a beaucoup, beaucoup de livres aussi à lire, des films à regarder, enfin, tout un patrimoine à découvrir.
et puis surtout rencontrer les Indiens. Bien sûr, et c'est pour ça aussi qu'on a fondé les forums français pour vraiment promouvoir ces liens entre les gens. Donc, un grand merci d'avoir écrit ce livre déjà et ensuite d'être venu nous parler de ce livre. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos prochains projets et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup à vous et merci au Forum de l'Inde pour ces initiatives. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir. Merci.